François Asselineau répond à vos questions. Écoutez cette réponse lors de son direct de ce mercredi 30 avril. Et surtout vos réactions. À plus tard. Reda vous demande: la panne d'électricité survenue en Espagne et au Portugal a entraîné de nombreuses répercussions. Arrêt des transports, rayons de supermarchés vidés, paiements électroniques inaccessibles, risque de pillage, etc. Quelles leçons la France peut-elle en tirer pour éviter une telle situation? Alors c'est effectivement un des grands sujets du moment. Des grands sujets, c'est cette panne gigantesque qui a eu lieu dans la péninsule ibérique. Il y a très très peu de centrales nucléaires. Il n'y a que 4 réacteurs nucléaires sur toute la péninsule ibérique, donc c'est très très faible. En revanche, ils ont mis le paquet depuis des années, sur injonction de la Commission européenne, sur tout ce qui est les éoliennes et plus encore les panneaux solaires. Voilà, le solaire. Évidemment, on peut comprendre si vous allez en Espagne l'été, comme j'ai pu le faire, comme beaucoup d'entre vous l'ont fait, si vous traversez la vieille Castille, si vous allez vers l'ouest de l'Espagne, dans ce pays un petit peu désertique qui s'appelle l'Extrémadour, d'où sont originaires d'ailleurs beaucoup des conquistadors qui sont allés chercher fortune ailleurs, justement parce que c'est complètement déshérité. Si vous y allez au mois de juin, juillet, août, septembre, il fait une chaleur écrasante. Et vous avez un taux d'ensoleillement extraordinaire. Donc l'Espagne a installé des panneaux solaires de façon considérable, et à telle enseigne que le jour où ça s'est produit, il y avait, paraît-il, aux alentours de midi et demi, il y avait plus de 60%, je me demande même si ça ne tangeait pas les 65% ou 70% de l'électricité qui était produite justement par du solaire. Le problème de l'énergie, de l'électricité produite par les éoliennes ou produite par des panneaux solaires, c'est que, enfin, pas seulement cette électricité-là d'ailleurs, on ne peut pas stocker de l'électricité. Ça ne marche pas. L'électricité, elle doit être consommée aussitôt produite. Alors évidemment, on peut, bien entendu, il y a des gens qui disent on peut faire monter de l'eau, faire des barrages, des réserves d'eau. Donc on pompe de l'eau avec de l'électricité, ça, on pourra l'utiliser plus tard. Oui, on peut trouver des expédients ici ou là, mais de façon massive, ça n'est pas possible. Voilà, de façon massive, on doit consommer ce que l'on produit. Et donc, s'il y a une insuffisance de production par rapport à la consommation, il y a un problème. Il faut donc aller chercher de l'électricité ailleurs, notamment en importer, par exemple, de France, pour la France qui a été assez régulièrement exportatrice d'électricité. Je crois d'ailleurs qu'EDF a glané 5 milliards d'euros en vendant de l'électricité à ses voisins grâce à notre parc électronucléaire. Mais si vous avez une production qui est supérieure à la consommation, c'est pas bon non plus, parce que là, il risque d'y avoir un déséquilibre, une grande fragilité du système. Et c'est là qu'intervient le loup dans le placard, si vous voulez, d'après ce que j'ai lu, mais que je ne l'ai pas découvert à cette occasion, c'est que il y a parmi les sources d'électricité, il y a ce que l'on appelle les sources qui sont, comment dirais-je, gérables, qui sont, comment dirais-je, que l'on peut régler, hein. Et puis il y a celles qu'on ne peut pas régler. Voilà. C'est-à-dire que lorsque vous avez des éoliennes ou lorsque vous avez des panneaux solaires, voilà, s'il y a du soleil, ça produit de l'électricité. Voilà. Et vous ne pouvez pas, c'est pas quelque chose que vous pouvez aussi facilement gérer que une centrale électrique. Pilotable. Comment? Pilotable. Oui, l'expression c'est pilotable. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Voilà, l'électricité pilotable, des sources d'énergie pilotables. On peut piloter une centrale thermique qui fait donc avec des turbines qui produisent de l'électricité, des turbines qui sont comment dirais-je, actionnées soit avec du charbon. Alors ça c'est Oresco référence parce que ça produit beaucoup de CO2, donc il y a de moins en moins de centrales à charbon, du moins en Europe. Quoiqu'en Allemagne, je crois qu'ils en ont remis en service. Mais en Chine, ils ne se gênent pas pour faire des centrales au charbon. Soit des centrales au diesel, donc avec des hydrocarbures liquides, qui peuvent être ce qu'on appelle des centrales thermiques, soit enfin des centrales au gaz. Et notamment le fameux gaz qui nous était servi par la Russie. Donc ça, ce sont des centrales classiques qui sont pilotables parce que en cas de coup dur, s'il y a vraiment des besoins d'électricité, on peut augmenter la production. Et puis au cas où il y a une surproduction, on peut justement diminuer très facilement la production d'électricité. Et puis à côté de ça, il y a alors ce
qui est encore mieux, si l'on peut dire, ce sont les centrales nucléaires qui, elles, ont une extraordinaire régularité de production et qui peuvent encaisser les à-coups très facilement. Alors il y a, je crois, aussi une question, mais je ne suis pas un spécialiste, qui peuvent gérer les hertz produits. 50 hertz, en général, c'est la fréquence de l'électricité, mais ça peut être 50,1, 50,2 pour gérer ces à-coups. Il faut comprendre un truc, c'est qu'en fait, tous ces systèmes électriques sont très fragiles. Voilà. Et que cette fragilité, elle risque de se transmettre à tout un continent parce qu'elles sont connectées les unes avec les autres. J'ai entendu un commentateur qui a expliqué qu'il y a eu des gros problèmes au Groenland parce que, paraît-il, ça je ne savais pas, il paraît qu'il y a une partie de l'électricité au Groenland qui, justement, vient d'Espagne. Allez savoir. Peut-être par des câbles sous-marins, je ne sais pas comment ça se passe. Enfin, en attendant, mais ce qui s'est passé, c'est que à 12h30, il y a eu un pic de consommation. Les gens, je ne sais pas, les gens sont retournés chez eux. Et puis, je sais pas, il suffit que des nuages passent sur des champs entiers de panneaux solaires. Je ne sais pas. Enfin bon, bref. Et il n'y a pas comment dirais-je, ce volant inertiel, si vous voulez, qui permet de surmonter les à-coups de production et de consommation. Voilà. Donc en réalité, c'est tombé en rideau. Et en fait, la conséquence, c'est quoi? Ce que tirent comme conséquence les gens, c'est que premièrement, la politique de l'Espagne a été une politique déraisonnable, puisqu'ils sont montés jusqu'à avoir 70% de production par des énergies non pilotables, justement de l'éolien ou bien du solaire. Ça n'est pas pilotable. Et donc, je crois qu'ils ont atteint une proportion de production de l'ordre de 70%. C'est complètement fou. Alors que les spécialistes disent qu'il faut avoir au minimum 50%, si possible davantage, 60, 70%, qui soient pilotables, c'est-à-dire des centrales thermiques normales ou bien des centrales nucléaires. Voilà. Et donc, au bout du compte, qu'est-ce que tous les regards se tournent vers qui? Devinez évidemment qui? La Commission européenne, avec le Green Deal, avec les politiques européennes qui consistent à dire qu'il faut surtout plus produire de CO2, on va avoir de l'électricité qui va être de l'électricité propre. En fait, ce sont des ânes, voilà, ce sont des crétins. Et là, le problème, c'est qu'il y a des crétins qui sont à la Commission européenne, il y a des crétins qui sont en France. Le summum de la crétinerie, pour pas dire davantage, pour pas dire la trahison nationale, c'est Madame Dominique Voynet, qui n'y connaît strictement rien, qui a été une des égéries pour fermer les centrales nucléaires. Je rappelle par exemple que François Hollande, pendant son pontificat, François Hollande avait expliqué qu'il allait falloir diminuer le pourcentage de centrales nucléaires dans la production française. Or, plus on diminue le pourcentage de centrales nucléaires et qu'on augmente le pourcentage de l'électricité produite par des éoliennes, à supposer que ça en produise d'ailleurs, et par des panneaux solaires, et plus on fragilise le système.